Pour des millions de personnes, Ree Drummond semblait créer quelque chose de presque impossible. Pendant près de 2 décennies, elle a transformé un coin tranquille de l'Oklahoma en un empire de style de vie qui s'étendait bien au-delà des clôtures des ranchs et des pâturages du bétail. Grâce à des livres de cuisine à succès, une carrière télévisée, réussi des restaurants, des hôtels, des commerces de détail et une marque devenue reconnaissable dans toute l'Amérique. Elle a construit un monde à la fois ambitieux et profondément personnel. Pour son public, cela ressemblait à une histoire de stabilité de famille et de succès constant. Puis quelque chose a changé. Après que Ladd Drummond ait subi un accident dévastateur dans un ranch qui a failli lui coûter la vie. Ree a commencé à parler différemment de l'avenir. Elle a admis que le voir se rétablir l'avait obligée à reconsidérer les risques qui avaient toujours fait partie de la vie au ranch. Lorsque des rapports ont fait surface plus tard, selon lesquels une partie importante des terres de la famille Drummond avait été inscrite pour 18,8 millions de dollars, les fans ont immédiatement commencé à poser des questions. Fin 2025, la cotation a discrètement disparu sans explication publique, ne laissant derrière elle que l'incertitude et la spéculation. Le silence qui a suivi s'est avéré plus puissant que n'importe quelle déclaration aurait pu l'être. Il n'y a eu aucune annonce de vente, aucune confirmation que les plans avaient changé et aucune explication détaillée sur la raison pour laquelle un terrain d'une telle valeur était entré sur le marché en premier lieu. Pour une famille qui avait partagé une grande partie de sa vie avec le public, le manque de réponse semblait inhabituel. De nombreux adeptes de longue date ont commencé à se demander si la liste représentait quelque chose de beaucoup plus important qui se passait dans les coulisses. Pour comprendre pourquoi les gens ont réagi si fortement, il est utile de se rappeler où l'histoire de Ree Drummond a réellement commencé. La femme qui allait devenir connue dans le monde entier sous le nom de The Pioneer Woman n'a pas grandi en rêvant de ranch de bétail ou de vie au milieu des prairies de l'Oklahoma. Elle est née Anne-Marie Smith le 6 janvier 1969 à Bartlesville, Oklahoma. Et son enfance était remarquablement différente de l'image que la plupart des gens lui associent aujourd'hui. Ses premières années ont été remplies de confort suburbain plutôt que de difficultés rurales. Elle a grandi dans une belle maison surplombant un country club entouré d'une vie sûre et prévisible. Son père travaillait comme chirurgien orthopédiste et sa famille jouissait d'un niveau de stabilité que beaucoup de gens envieraient. Aux côtés de ses frères Doug et Mike et de sa sœur Betsy Ree, a vécu une enfance marquée par des pelouses bien entretenues, des horaires organisés et les attentes d'un foyer professionnel. Rien dans ses premières années ne laissait présager qu'elle deviendrait un jour l'une des épouses de ranch les plus reconnaissables d'Amérique. Après avoir obtenu son diplôme de la Bartlesville High School en 1987, Ree a quitté l'Oklahoma et a déménagé à Los Angeles pour fréquenter l'Université de Californie du Sud. La transition représentait plus qu'un changement de lieu. C'était une étape dans un monde complètement différent, rempli d'ambitions, d'opportunités et de possibilités très éloignées de la vie d'un ranch rural. Au début, elle a étudié le journalisme, imaginant un avenir lié aux médias et à la communication plutôt qu'à l'agriculture. Plus tard, elle a changé de direction et s'est concentrée sur la gérontologie, l'étude du vieillissement. Même cette décision reflétait une personne recherchant une voie professionnelle significative plutôt que de rechercher la gloire ou la célébrité. Avec le recul, il est frappant de constater à quel point ses premiers intérêts universitaires ne ressemblaient pas à la carrière qu'elle allait finalement bâtir. Il n'y avait encore aucun signe de livres de cuisine, de caméras de télévision ou d'un empire de style de vie attendant au coin de la rue. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme de l'USC en 1991, son avenir semblait se diriger vers une destination complètement différente. L'école de droit était la prochaine étape qu'elle envisageait, et Chicago était censé devenir sa nouvelle maison. Le plan semblait clair, pratique et ambitieux. Si la vie avait continué comme prévu, le monde n'aurait peut-être jamais connu Ree Drummond comme la femme pionnière. C'est en partie ce qui rend son histoire si fascinante. Elle ne construisait pas stratégiquement une marque médiatique, ni ne poursuivait un rêve de reconnaissance publique. Elle avançait simplement avec les projets qu'elle s'était faits elle-même. Puis, comme cela n'arrive que très rarement dans la vie d'une personne, une rencontre inattendue a complètement changé la direction de tout. Le tournant s'est produit lors d'une visite de vacances à la maison en Oklahoma. Alors qu'elle se préparait à déménager à Chicago, Ree a rencontré Ladd Drummond dans un bar enfumé de Pawhuska. Il ne s'agissait pas d'une introduction élaborée organisée par des amis ou la famille.
C'était une rencontre fortuite dont aucun d'eux n'aurait pu prédire qu'elle changerait à jamais le cours de leur vie. Ce caractère aléatoire fait partie de ce qui donne à l'histoire sa puissance émotionnelle. Rhee ne cherchait pas une romance de cow-boy. Elle était concentrée sur un avenir qui semblait déjà tout tracé. Pourtant, un soir, une conversation et une connexion inattendues l'ont soudainement placée sur un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Lad lui a demandé de sortir avec lui, et le lendemain soir, ils ont eu leur premier rendez-vous. La nuit s'est terminée par un baiser sur le porche de ses parents, un moment dont Rhee se souviendra plus tard très bien. Elle a admis que ses genoux s'étaient sentis faibles par la suite, un simple détail qui révélait à quel point la connexion l'avait profondément affectée dès le début. Il ne s'agit pas d'une relation qui s'est développée lentement au fil des années d'incertitude. Les choses se sont accélérées presque immédiatement. 2 semaines seulement après leur rencontre, Lad lui a dit qu'il l'aimait, alors qu'ils étaient ensemble dans le ranch familial. Pour beaucoup de gens, une telle déclaration aurait pu paraître prématurée ou accablante. Pour Rhee, c'est devenu le moment qui a tout changé. Peu de temps après, elle a pris une décision qui a surpris presque tout son entourage. Elle a abandonné ses projets d'études de droit à Chicago et a choisi de ne pas déménager. En un seul choix, elle a modifié l'orientation de sa carrière, son emplacement et finalement toute son identité. L'avenir qu'elle avait préparé pendant des années a disparu, remplacé par une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. La transition n'a pas toujours été facile. Les amis qui la connaissaient dans le country club de Bartlesville avaient du mal à croire qu'elle se préparait à épouser un éleveur de bétail et à s'installer dans la campagne de l'Oklahoma. Certains ont commencé en plaisantant à l'appeler la femme pionnière, parce que le contraste semblait si dramatique. Ce qui a commencé comme une taquinerie ludique est finalement devenu l'une des marques les plus reconnaissables des médias américains. Le surnom est resté parce qu'il reflétait quelque chose de vrai. Rhee elle-même a souvent admis qu'elle était la dernière personne à laquelle on s'attendrait à embrasser la vie dans un ranch. Pourtant, au fil du temps, la blague a évolué vers quelque chose de plus significatif. Le titre est devenu le reflet de la façon dont elle s'était entièrement engagée dans un monde qui lui semblait au départ étranger et intimidant. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les premières années étaient loin d'être glamour. Il y a eu des périodes où le ranch a dû faire face à des pénuries d'eau qui ont duré des mois. Rhee s'est retrouvée à transporter de l'eau, à la faire bouillir sur la cuisinière et à effectuer des tâches quotidiennes dans des conditions bien plus difficiles que tout ce qu'elle avait connu en grandissant. Ces expériences ont transformé l'identité de Pioneer Woman d'un surnom humoristique en quelque chose qu'elle a véritablement mérité. La vie au ranch exigeait résilience, patience et adaptabilité. Il ne s'agissait pas d'une version soigneusement organisée de la vie à la campagne conçue pour les téléspectateurs. C'était difficile, peu pratique et souvent épuisant. Les voisins auraient remarqué sa volonté de surmonter ces défis, contribuant ainsi à établir l'authenticité qui deviendra plus tard l'une des caractéristiques déterminantes de son image publique. Environ un an et demi après leur rencontre, Rhee et Lad se sont fiancés. Ils se sont mariés le 21 septembre 1996 lors d'une cérémonie à l'église épiscopale qui symbolisait la fusion de 2 mondes très différents. Rhee portait une robe de mariée blanche traditionnelle, tandis que Lad associait un smoking noir formel à des bottes de cow-boy. Le contraste rendait parfaitement la vie unique qu'ils construisaient ensemble. Après leur mariage, ils se sont installés dans l'immense ranch de bétail de la famille Drummond à l'ouest de Pawhuska. L'ampleur de l'opération était presque difficile à comprendre. La famille Drummond contrôle environ 433 000 acres de terre, une superficie si vaste qu'elle s'étend sur des centaines de kilomètres carrés et se classe parmi les plus grands ranchs privés d'Amérique. Les racines de cet empire d'élevage remontent à 1882, lorsque Frederick Drummond a émigré d'Écosse et a commencé à acquérir des terres en Oklahoma. Au fil des générations, la famille a développé ses propriétés pour en faire une entreprise profondément liée à l'histoire de la région. Aujourd'hui, l'exploitation se poursuit sous la direction de Lad Drummond et de son frère Tim, perpétuant un héritage bâti sur plus d'1 siècle. La taille même de la propriété peut être difficile à imaginer. Un détail permet de relativiser. En 2023, une seule parcelle, d'environ 8418 acres, était inscrite pour 18,8 millions de dollars.
Pourtant, cet énorme territoire ne représentait qu'une fraction du total des propriétés familiales, soulignant l'ampleur extraordinaire de l'empire d'élevage qui entourait la vie de Rhee. Alors que sa nouvelle identité prenait forme, un autre élément de l'histoire de Pioneer Woman a émergé. Ladd a acquis le surnom de Marlboro Man, un titre qui est devenu intégré dans l'écriture et la narration de Rhee. Le nom provient d'un simple commentaire fait par un invité lors d'une baby shower qui l'a repéré debout sur un porche et l'a immédiatement comparé aux publicités emblématiques des cow-boys. Rhee a trouvé le surnom amusant et mémorable. Au début d'Internet, elle appréciait également la confidentialité qu'il offrait. Ce qui a commencé comme une simple blague est finalement devenu l'un des personnages récurrents les plus reconnaissables de son blog et plus tard de sa marque médiatique plus large. Les lecteurs sont devenus fascinés par le mystérieux Mary Cowboy qui apparaît tout au long de ses histoires. Puis, en 2006, un autre tournant inattendu est survenu. Rhee a lancé un blog, non pas parce qu'elle recherchait la gloire ou planifiait un empire commercial, mais parce qu'elle cherchait un endroit où partager des histoires et rester en contact avec les gens. Elle a écrit sur la vie au ranch, les expériences familiales, les recettes et les moments du quotidien qui lui semblaient ordinaires à l'époque. Personne, y compris Rhee elle-même, n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Le blog allait devenir un phénomène transformant une femme de ranch de l'Oklahoma en une auteure à succès, une personnalité de la télévision, une entrepreneure et une icône culturelle. Pourtant, avec le recul, surtout à la lumière des récentes questions entourant l'avenir du ranch Drummond, ses humbles débuts semblent plus significatifs que jamais. Ils rappellent aux gens qu'avant l'Empire, avant les caméras de télévision et avant les gros titres, il y avait simplement une femme qui tombait amoureuse de manière inattendue, changeait ses plans et construisait une vie qu'elle n'avait jamais vue venir. Une version de l'histoire dit même que Ladd l'a encouragée à commencer à écrire sur la vie au ranch et que cette simple poussée a fini par mener à quelque chose d'énorme. Elle a lancé Confessions of a Pioneer Woman et a écrit avec une voix drôle et directe sur le mariage, les enfants, la nourriture et la vie dans un ranch en Oklahoma. Son premier article de recette était « Comment cuisiner un steak ?» et cela a tout de suite montré qu'elle savait comment transformer quelque chose d'ordinaire en une histoire que les gens voulaient suivre. C'est ce qui a rendu la croissance de son audience presque incroyable. Elle ne pensait pas que des millions de personnes s'en soucieraient. Elle pensait que peut-être que les gens qui la connaissaient déjà liraient avec elle. Au lieu de cela, le blog s'est développé à un rythme effréné. En 2009, Time l'avait classé parmi les 25 meilleurs blogs au monde. Puis les chiffres sont devenus encore plus frappants. En 2011, la femme pionnière attirait environ 23,3 millions de pages vues par mois et environ 4,4 millions de visiteurs uniques. À cette époque, ce n'était plus un charmant petit site personnel. Cela attirait une audience à l'échelle des entreprises médiatiques sérieuses. Et la croissance ne s'est pas arrêtée aux articles de blog. En avril 2008, Rhee a organisé un concours de recettes et la réponse a été si massive qu'elle a changé sa perception de son public. Elle a déclaré que plus de 5000 lecteurs avaient soumis des recettes dans les commentaires en une seule journée. Cette réaction lui a montré que les gens ne voulaient pas seulement lire ses recettes, ils voulaient participer. Ce moment a contribué à inspirer SavoureuxKitchen.com, lancé en 2009 en tant que site de partage de recettes construit autour des utilisateurs contribuant à leur propre plat. Un simple cadeau a donc fait plus que créer de l'enthousiasme. Cela a ouvert la porte à une toute nouvelle direction commerciale. À ce stade, Rhee était déjà devenu quelque chose de bien plus grand qu'un blogueur. Avant que la télévision ne fasse d'elle un visage quotidien, Internet avait déjà fait le gros du travail. Son lectorat était énorme. Ses livres gagnaient du terrain. Son monde en ligne était devenu une véritable machine médiatique. Cet ordre est important, car beaucoup de gens pensent que la télévision l'a d'abord rendu célèbre. En réalité, le blog est venu en premier, le public est venu en premier, et ensuite la télévision a suivi. Même alors, elle ne s'est pas lancée dans la télévision sans hésitation. Rhee a admis qu'elle avait le trac et qu'elle ne se sentait pas complètement à l'aise devant la caméra. À cette époque, elle était encore plus connue comme blogueuse écrivaine, épouse de ranch et mère de 4 enfants que comme personnalité de la télévision. Ainsi, lorsque Food Network l'a appelée, elle n'a pas simplement dit oui à n'importe quelle version de l'offre. Elle avait une condition majeure. Elle voulait filmer dans son propre ranch d'Oklahoma, pas dans un studio raffiné construit pour être parfait.
Food Network a accepté, et cette décision a fini par façonner tout ce qui a suivi. En 2010, elle a fait une première apparition sur Food Network dans Bobby Flay Thanksgiving Throwdown, diffusée avant sa propre série, et a contribué à ouvrir cette porte. Puis, en 2011, The Pioneer Woman a été créé et filmé depuis le Lodge, une maison d'hôte du Drummond Ranch. Ce décor a donné à l'émission un sentiment qui correspondait à l'histoire que les gens connaissaient déjà sur le blog. Cela ne ressemblait pas à une performance de chef de studio. Cela semblait ancré dans un lieu réel, avec une vraie vie de famille derrière. Le pari a réussi. L'émission est devenue l'une des séries de jour à succès de Food Network et est restée en ondes pendant des années. Plus tard, en 2021, elle s'est même lancée dans la comédie avec Candy Coated Christmas, le premier long métrage scénarisé de Food Network, et son premier rôle d'actrice. Ree Drummond n'a pas du tout commencé comme un chef célèbre. En 2006, elle a lancé The Pioneer Woman comme un simple blog sur la vie dans un ranch en Oklahoma. Au début, il ne s'agissait que d'histoires de son monde, mais Internet s'est rapidement répandu. Puis en 2009, Time l'avait déjà classée parmi les 25 meilleurs blogs au monde. C'est ce genre d'ascension qui rend son histoire si surprenante, car elle n'a pas été lancée par une chaîne de télévision ou une grande entreprise. Elle a commencé avec un blog, puis a progressivement transformé la vie quotidienne du ranch en quelque chose que des millions de personnes voulaient suivre. Cette croissance est devenue encore plus évidente lorsqu'elle a commencé à publier des recettes. L'une des premières choses qui s'est démarquée était la façon de cuisiner un steak, et ce genre de contenu simple et direct l'a aidé à entrer en contact avec les gens de manière considérable. La cuisine maison semblait soudain personnelle, chaleureuse et facile à suivre. Et à partir de là, la marque n'a cessé de s'agrandir. En 2011, elle avait sa propre émission Food Network et plus tard, son site attirait des millions de lecteurs chaque mois. Ainsi, ce qui a commencé comme une femme écrivant en ligne s'est transformé en une véritable entreprise médiatique en quelques années seulement. Et une fois que cela s'est produit, la ville est devenue encore plus liée au monde des Pioneer Woman. La famille a ajouté d'autres entreprises, notamment P-Town Pizza Charlie's Ice Cream Shop et le Boarding House Hotel, avec 8 chambres. À cette époque, il ne s'agissait plus seulement de recettes ou de télévision. Ce fut une expérience de visiteur complète. Les gens ne se contentaient plus de lire son blog ou d'acheter ses ustensiles de cuisine. Ils se rendaient en voiture dans sa ville, mangeaient en chez elle, faisaient du shopping dans ses magasins et dépensaient de l'argent dans tout un système commercial local construit autour de la marque. C'est pourquoi le déménagement de l'hôtel était si judicieux. Lorsque la boarding house a ouvert ses portes, Ree's World est devenu un endroit dans lequel les fans pouvaient entrer pour un séjour complet. Ils pourraient faire bien plus que la regarder ou cuisiner une de ses recettes à la maison. Ils pouvaient dormir dans le sentiment de la marque elle-même, ce qui a changé tout le modèle économique. Un fan n'est plus seulement un spectateur ou un client d'un seul repas. Un fan pourrait devenir un visiteur payant pendant tout un voyage. À cette époque, son activité ne se limitait pas à la nourriture. C'était devenu une marque de style de vie à part entière, construite à partir d'un blog, d'une émission de télévision et d'une petite ville transformée en étape touristique. Mais une fois dépassée l'image chaleureuse du public, l'histoire familiale plus profonde devient beaucoup plus difficile à ignorer. L'histoire du Drummond Ranch remonte à 1886, lorsque Frédéric Drummond est arrivé dans le comté d'Osage et a commencé à bâtir une entreprise commerciale sur des terres qui avaient été achetées par la nation Osage elle-même. Ce détail compte tout de suite, car les Osages ne vivaient pas simplement sur ces terres. Ils en étaient propriétaires ainsi que les droits miniers situés en dessous. Plus tard, cette même région est devenue l'une des régions pétrolières les plus riches d'Amérique. Donc dès le début, il ne s'agissait pas simplement d'une histoire de ranch. C'était aussi une histoire de terre de richesse et de pouvoir. Au fil du temps, le patrimoine familial s'est considérablement développé. En 2017, les Drummond possédaient 433 000 acres. Et en 2022, ils étaient toujours décrits comme les plus grands propriétaires fonciers du comté d'Osage. Ces chiffres sont importants, car ils montrent comment une famille peut passer du commerce au contrôle énorme des terres sur le territoire natal. Et lorsque vous placez cela à côté de l'histoire de la richesse des Osages, l'histoire commence à paraître beaucoup plus lourde. Cela devient encore plus difficile à distinguer de ce qui s'est passé dans les années 1920. Au cours de la période connue sous le nom de règne de la terreur, des dizaines d'Osages ont été tués parce que leurs droits pétroliers en faisaient des cibles.
L'argent appartenait aux Osages, mais des étrangers contrôlaient souvent la paperasse, les tribunaux et une grande partie du système qui les entourait. Les rapports indiquent que les Drummond étaient créanciers et administrateurs des domaines d'Osage au cours de cette période. Cela signifie qu'ils n'étaient pas de simples spectateurs d'une époque de violence. Ils détenaient le pouvoir financier dans un endroit où la richesse, la mort et le contrôle légal étaient tous étroitement liés. Les détails deviennent encore plus précis lorsqu'on examine la tutelle. En 1910, Fred J. Drummond fut nommé tuteur d'un homme Osage, nommé Henry Rowan, et acheta plus tard une partie des terres de Rowan. Sur le papier, cela peut paraître légal et formel, mais dans l'histoire des Osages, la tutelle signifiait souvent quelque chose de beaucoup plus sombre. Cela pouvait signifier contrôle-pression et éventuellement perte de terre, et l'entreprise familiale ne s'est pas arrêtée là. Elle exploitait également un magasin et une maison funéraire. Cela leur a donné de l'influence avant la mort, pendant la dette et après la mort. Les marchandises pouvaient être vendues à crédit et les frais funéraires pouvaient ensuite devenir des créances sur les successions. Dans l'ensemble, cela ne ressemble plus à un élevage ordinaire. Cela commence à ressembler à un système dans lequel la paperasse elle-même est devenue un outil de pouvoir. Ensuite, il y a les accords directs. En 1925, Jack Drummond a acheté la moitié d'un Headright Osage pour 20 050 $. Puis, en 1928, il en acheta un autre quart pour 11 250 $. Un Headright n'était pas un terme juridique abstrait. Il s'agissait d'une part de la richesse pétrolière d'Osage, et ce qui rend ces chiffres si durement touchés, c'est le timing. Ces achats ont eu lieu à la même époque où les décès d'Osage et les manipulations successorales faisaient déjà l'objet d'un examen minutieux. Même si les ventes étaient techniquement légales, la tendance générale reste inquiétante. La richesse indigène continuait de quitter les mains des Osages pièce par pièce dans le cadre de transactions soignées avec des montants précis en dollars. Cette tension n'est pas non plus restée dans le passé. En 2022, les Drummond ont tenté de privatiser près de 15 miles de routes départementales à proximité du ranch. Leur argument était que la célébrité de Reed Drummond avait apporté trop de trafic et trop de problèmes. Mais la nation Osage a reculé, affirmant que la route était importante pour les citoyens tribaux qui devaient atteindre les terres par cette route. Ensuite, le Conseil des commissaires du comté d'Osage a voté à l'unanimité pour ne pas entendre la pétition, et le plan est tombé rapidement et très publiquement. Ce moment était important car il montrait que le conflit foncier n'était pas enterré dans l'histoire. Il était encore vivant. Une route est devenue un combat pour l'accès à la propriété et une frustration tribale de longue date, et c'est ce qui rend toute cette histoire si dure. En apparence, le public voit les Drummond à travers la vie, au ranch, la nourriture réconfortante et la télévision. Mais une fois que l'on y regarde de plus près, le dossier montre une famille qui s'est élevée à une époque où les familles Osage perdaient leur richesse, leurs droits, et dans de nombreux cas, leur vie. Dans les années 1980, les Drummond géraient déjà plus de 200 000 acres, et ce nombre a ensuite augmenté beaucoup plus. Ce n'est donc pas seulement l'histoire d'une célèbre famille de ranch. C'est aussi une histoire sur la façon dont la terre, la loi, la dette et le timing peuvent tranquillement construire un pouvoir générationnel, tandis qu'une autre communauté en paie le prix. Ce même contraste apparaît à nouveau dans une autre controverse. L'une des choses les plus choquantes dans l'histoire de Drummond n'est pas seulement le territoire ou la renommée, c'est la piste de l'argent fédéral lié aux chevaux sauvages. Les archives publiques indiquent que le Bureau of Land Management a versé à Drummond Land and Cattle Company 23,9 millions de dollars depuis décembre 2006 pour héberger des chevaux sauvages sur leurs terres. Ensuite, une autre ventilation des dépenses contractuelles de BLM pour 2022 indiquait Drummond Land and Cattle Company à 33 860 et 11 726 $ sur 19 contrats. C'est là que l'histoire change à nouveau de ton car. Il ne s'agissait pas d'un petit travail secondaire dans un ranch. Il s'agissait d'une entreprise de longue date financée par les contribuables et liée à l'une des plus grandes familles de ranch d'Amérique. Reed n'a pas caché cet arrangement. Dans un article de blog de 2010, elle a expliqué que le BLM rémunère les propriétaires privés pour s'occuper des chevaux sauvages considérés comme non adoptables. Elle a déclaré que l'agence choisissait les ranchs par le biais d'un processus d'appel d'offres. Et elle a expliqué que les chevaux venaient d'États
comme le Nevada, l'Utah, l'Oregon et le Wyoming. Dans sa version, l'accord ressemblait à un service public. Cela semblait pratique et utile. Mais les critiques ont vu quelque chose de très différent. Pour eux, il s'agissait d'une famille qui gagnait beaucoup d'argent grâce à un programme gouvernemental, tout en étant toujours enveloppée dans l'image d'une marque de ranch saine. Cette critique est devenue encore plus laide en 2018. Des membres de la Wild Horse Freedom Federation ont attaqué Reed pour avoir pris la parole lors d'un événement de la National Cattlemen's Beef Association. Leur argument était dur et direct. Ils ont déclaré qu'elle était liée à un groupe lié à l'abattage de chevaux sauvages, tandis que sa famille profitait également de la détention de chevaux sauvages sur des terres privées. Certains critiques ont déclaré que la famille beurrait son pain des deux côtés, ce qui signifie qu'elle pouvait bénéficier des deux côtés du problème. Que quelqu'un soit d'accord ou non avec cette accusation, l'optique était terrible. Une star de la télévision, avec une image familiale chaleureuse, se retrouvait soudainement liée à une âpre lutte pour les chevaux, les terres publiques et l'argent fédéral. C'est pourquoi tant de gens parlent d'hypocrisie. L'indignation ne concernait pas seulement le montant des paiements, mais aussi l'écart entre l'image et la réalité. Reed a construit une marque autour de la famille et de la nourriture réconfortante et de la vie à la campagne. Dans les coulisses, le ranch était impliqué dans un programme de détention fédérale d'une valeur de plusieurs millions, et ce programme lui-même était lié à une lutte politique plus large concernant le retrait des chevaux sauvages des pâturages de l'Ouest, puis leur placement dans des installations de détention à long terme, payées par les contribuables. La raison pour laquelle l'histoire s'est répandue si rapidement en ligne est donc simple. C'était comme si deux histoires se déroulaient en même temps. D'un côté, il y avait l'image joyeuse du ranch que les gens voyaient à la télévision. De l'autre côté, il y avait un vaste système de contrats gouvernementaux plein de tensions d'argent et de controverses. Ce sont vraiment les chiffres qui ont changé la façon dont les gens voient les choses. Une source estime le total à près de 24 millions de dollars sur une décennie environ. Un autre résumé ultérieur a poussé le chiffre encore plus haut à 33,9 millions de dollars. Une fois que vous entendez ces montants, cela ne ressemble plus à une famille aidant à prendre soin de quelques chevaux. Cela ressemble à une importante opération de pension fédérale située au sein d'un empire de ranch de célébrités, et ce contraste est exactement la raison pour laquelle les gens continuent d'en parler. Puis l'histoire passe de la controverse au danger. Le 10 mars 2021, Ladd Drummond et son neveu Caleb, 21 ans, se précipitaient tous deux pour combattre un incendie de forêt dans le ranch familial, près de Pawhuska, en Oklahoma. Ils conduisaient des camions de pompiers séparés dans une fumée si épaisse qu'ils ne pouvaient pas se voir. Puis les camions sont entrés en collision frontale. En un instant, une situation d'urgence dans un ranch s'est transformée en un désastre mortel. Ce qui rend la situation encore plus intense, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un accident accidentel survenu au cours d'une journée ordinaire. Il répondait à un véritable incendie près du ranch, et tous deux étaient des pompiers volontaires. Reed a déclaré plus tard que le ranch avait déjà fait face à plusieurs incendies cette saison-là, ce qui rend le tout encore plus tendu. L'accident a été brutal. Caleb ne portait pas de ceinture de sécurité et la force de l'impact l'a projeté à environ 70 pieds du camion. Ce détail à lui seul montre à quel point c'était violent. Il a subi un traumatisme crânien, des côtes cassées, des blessures internes et plusieurs fractures, et a dû être transporté d'urgence au centre médical St. John de Tulsa dans un état critique. Reed a déclaré plus tard que les ambulanciers devaient d'abord se concentrer sur lui, ce qui explique pourquoi Ladd a refusé de l'aide sur les lieux. Malgré tout, le fait que Caleb ait survécu est choquant, car cela ressemble au genre d'accident dont la plupart des gens ne s'éloigneraient pas. Les blessures de Ladd étaient également bien pires qu'elles ne le paraissaient au début. Lui non plus ne portait pas de ceinture de sécurité, et il s'est cassé le cou à deux endroits en C1 et C2, les deux vertèbres supérieures de la colonne vertébrale. Reed a déclaré que l'une de ces fractures était sur le point d'être catastrophique. C'est important car les blessures dans cette zone peuvent entraîner la paralysie ou la mort si les dégâts sont légèrement pires. Mais Ladd était toujours capable de marcher, ce qui aidait à cacher la gravité de la situation. Au début, il a refusé les soins médicaux, ce qui correspondait à l'état d'esprit dur du ranch, décrit par Reed. Pourtant, le danger était là depuis le début. Il avait des os fracturés près du tronc cérébral, et une fois que les médecins ont compris cela, ils ont agi rapidement. L'un des détails les plus incroyables est ce qu'il a fait ensuite.
Le garçon s'est rendu lui-même à l'hôpital. Il ne réalisait pas vraiment à quel point il était blessé et il se concentrait d'abord sur la nécessité de s'occuper de Caleb. Ce choix semble presque irréel, mais il en dit long sur la façon dont la douleur et les blessures sont souvent minimisées dans la vie au ranch. Une fois interrogé, la vérité est apparue. Il a eu 2 fractures au cou et a dû être opéré. Il a été transféré à Tulsa et les médecins y ont stabilisé son cou. L'opération l'a sauvé, mais elle a changé son corps pour de bon. Les médecins ont fusionné ses vertèbres C1 et C2 et par la suite, il a perdu environ 50% de la rotation de son cou. En termes simples, il ne pouvait plus tourner le cou comme autrefois. Pour tout le monde, c'est un changement majeur. Pour un éleveur, c'est encore plus important car le travail dépend de mouvements constants de réaction rapide, de conduite de contrôle du bétail et de surveillance de tout ce qui se passe autour de vous. Ri a précisé plus tard que la récupération était difficile, en particulier dans les premières semaines suivant l'opération. Même s'il a survécu, l'accident a laissé une marque permanente sur sa façon de vivre et de travailler. Et pour Ri, cela a aussi changé quelque chose sur le plan émotionnel. Elle a écrit plus tard qu'après l'accident, elle voulait que Ladd arrête complètement l'élevage. C'est probablement le cœur de toute l'histoire. De l'extérieur, la famille peut paraître forte, stable et presque intouchable. Mais derrière cette image se cachait une véritable peur. Elle savait à quel point elle avait failli le perdre. En 2024, elle a décrit un été difficile et a déclaré l'avoir vu un jour arriver en boitant couvert de poussière et de sang après une longue journée. Elle a même plaisanté, mais seulement en partie, en disant qu'elle ne pensait plus qu'il pourrait continuer à faire ça. Cela montre que l'accident ne lui a pas fait peur pendant une seule journée. Cela a changé sa façon de voir la vie dans un ranch, et les conséquences ont duré bien plus longtemps que les gros titres des journaux. En juillet 2020, Ri et Ladd ont finalement pris des vacances bien méritées après l'accident et la longue convalescence. Ce calendrier est important, car il montre que ce n'était pas un après-midi terrible, puis un retour rapide à la normale. L'accident s'est produit en mars, et la famille le portait toujours des mois plus tard. Puis en mars 2022, Ri a partagé une autre mise à jour, 1 an après le crash, montrant à quel point l'ombre de cette journée s'était étendue. Puis, juste au moment où les gens pensaient que l'histoire du ranch était revenue à la routine, une autre surprise est apparue. En 2023, les Drummonds ont discrètement mis le Drummond South Ranch sur le marché pour 18,8 millions de dollars. Et de nombreux fans ont réagi comme si tout l'empire familial était en train d'être vendu. Mais ce n'était pas réellement le cas. La propriété ne représentait qu'une partie de l'exploitation plus vaste et non la totalité des 433 000 acres. La liste indique que le South Ranch couvrait 8 118 001 acres au total, dont 6 348 260 acres cédés, plus les terres louées et la copropriété. Alors oui, c'était une immense propriété, mais cela ne représentait encore qu'une petite fraction de la terre totale de la famille. C'est ce qui a rendu la réaction si intéressante. La surprise n'était pas simplement que la famille possédait des terres. Tout le monde le savait déjà. La surprise était qu'ils étaient prêts à vendre n'importe quoi. Les fans ont passé des années à considérer le ranch comme quelque chose de permanent, presque intouchable, comme une partie du mythe de la femme pionnière lui-même. Ainsi même, lorsqu'une seule section était mise en vente, elle semblait plus grande que les chiffres. Puis en décembre 2025, la même cotation de South Ranch a été retirée du marché. Aucune explication publique n'a rendu les choses plus claires. Il aurait pu se vendre tranquillement, il aurait pu être retiré, ou peut-être qu'un accord n'aurait pas abouti. Mais ce silence est exactement ce qui a donné l'impression que l'histoire est encore plus vaste. Les gens suivaient Ri Drummond depuis près de 20 ans. Et à cette époque, le ranch était devenu plus qu'un simple terrain. Cela faisait désormais partie de l'univers émotionnel de sa marque. Ainsi même, lorsqu'une liste partielle est apparue, les fans l'ont pris personnellement. Mais le vrai problème réside dans les chiffres. Le principal ranch Drummond n'a jamais été vraiment menacé. Le noyau foncier souvent rapporté à 433 000 acres est resté intact. Le South Ranch, d'une superficie d'environ 8 418 acres, ne représentait qu'environ 1,9% du total. Les gros titres donnaient donc l'impression d'un effondrement, alors que les calculs racontaient une histoire très différente. Ce n'était pas la fin de l'empire des ranchs. Il s'agissait d'un déménagement beaucoup plus modeste au sein d'une énorme entreprise familiale. Cela est encore plus important si l'on considère l'ancienneté de l'histoire foncière de la famille. Il ne s'agit pas d'un achat récent d'une célébrité construite après la renommée télévisée. L'activité foncière de Drummond
remonte à 1882, lorsque Frederick Drummond a commencé à construire l'exploitation familiale en Oklahoma. Cela signifie que l'histoire de l'élevage s'étend sur 5 générations bien avant que Rhee ne devienne célèbre. Même la liste de South Ranch indiquait que la propriété appartenait à la même famille depuis près de 100 ans. Ainsi, toute vente allait toujours être chargée d'émotion. Il ne s'agissait pas simplement d'une annonce immobilière. Elle faisait partie d'une dynastie familiale. Et c'est exactement pourquoi la vente a attiré autant d'attention. Les Drummond sont l'une des plus grandes familles de propriétaires fonciers de l'Oklahoma. Et en 2022, ils contrôleraient environ 9% du comté d'Osage. Une fois que vous avez compris cette échelle, il est logique que même une seule liste de ranch fasse l'actualité. Les gens ne regardaient pas seulement la superficie et les prix. Ils regardaient une partie visible de l'une des plus grandes histoires foncières de l'Oklahoma.